à tout va de l'Ukraine, Kiev a, semble-t-il, décidé de diversifier ses attaques et leur localisation. La Russie qui affirme avoir repoussé une incursion armée sur son territoire. Les faits, rien que les faits. Tout d'abord, voici nos indispensables. Et c'est avec vous, Lucille de Villers, l'armée russe qui donc a repoussé de son territoire une incursion armée. Que sait-on précisément de ce qui s'est passé ? Effectivement, l'information émane du gouverneur de la région de Bryansk, Alexandre Bogomaz. Voilà ce qu'il déclare sur son compte Telegram. Aujourd'hui, des saboteurs ukrainiens ont tenté de franchir la frontière nationale dans le district de Klimovski. Grâce à l'action coordonnée et héroïque des gardes-frontières des services secrets russes dans la région de Bryansk, du ministère de la Défense et des unités spéciales, l'attaque a été repoussée. Dans le district de Klimovski, dans la région de Bryansk, c'est ici, au nord de l'Ukraine, en territoire russe, à la frontière ukrainienne. Ce n'est donc pas une ligne de front. Ici, la guerre n'y est pas. On s'était habitué aux incursions dans la région de Belgorod, en revanche, tout à l'est de l'Ukraine, près de la région de Kharkiv. Cette fois, si l'attaque est vérifiée, alors on comprend que les Ukrainiens mènent ces opérations à d'autres endroits le long de la frontière russe. L'éminent blogueur pro-russe Raibar, très suivi, précise, vers 12h50, un groupe de 8 saboteurs a tenté de passer la frontière près des villages de Chouchani et de Zabrama. Ces villages, vous allez le voir, se situent ici. On est à une vingtaine de kilomètres de district de Klimovski. On comprend donc que les saboteurs ont tenté de traverser la frontière par le sud-est. À cet endroit, la grande ville de Tchernihiv en Ukraine se situe à 90 km. Autre information, toujours de sources russes, Klimovski et le district voisin de Souzemski ont été bombardés au mortier juste avant la tentative d'intrusion, ce qui laisse entendre que l'attaque a été précédée et même préparée par des tirs d'artillerie. En revanche, un dernier commentaire du gouverneur interroge, car il précise « Des mesures sont actuellement prises pour assurer la sécurité des civils ». Sous-entendu, ça n'est pas complètement terminé. Merci Lucille, ne vous éloignez pas, on va revenir vers vous dans un instant. Jean-Dominique Merchet, les objectifs de ce type d'attaque, elles servent à quoi ? C'est les coups d'épingle comme on avait vu au mois de mai. Il y en avait eu plusieurs, des tentatives, des pénétrations, même pas que des tentatives, des actions de groupes qui se prennent russes, mais dissidents russes, mais sans doute évidemment en lien avec les forces armées ukrainiennes, qui étaient rentrés dans la région de Belgorod à plusieurs reprises. Ils avaient même pénétré sur une vingtaine de kilomètres. Ça fait partie du harcèlement sur la frontière, comme il y a le harcèlement avec les drones qui sont envoyés de manière maintenant régulière contre Moscou, contre des bases aériennes. L'autre jour, manifestement, ils ont tapé une base aérienne sur laquelle ils auraient même détruit un ou deux bombardiers stratégiques. Ça fait partie du harcèlement. C'est pas ça qui change la nature de la guerre, mais quand vous êtes face à un ennemi qui lui a les moyens absolument considérable de frapper votre territoire parce qu'il dispose d'un arsenal de missiles sol-sol, de drones, etc., etc., vous lui répondez avec vos moyens. Et parmi les moyens, il y a ces petites actions de forces spéciales ou de forces clandestines, comme on voudra, qui opèrent soit des sabotages, soit des pénétrations. Ce sont des coups d'épingle. Rien de plus, mais rien de moins, parce que ça finit pas. Les coups d'épingle, ils agacent, ils font un peu mal, ils changent pas la nature, mais voilà, je pense que... Et puis c'est très bon pour le moral aussi des Ukrainiens, en disant, on reste pas inactif. Ce harcèlement, il sert à quoi ? Pour rebondir, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, outre le côté coup d'épingle, toute action entraîne une réaction. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce que dit le message du gouverneur, c'est on prend des mesures désormais pour protéger la population civile. C'est-à-dire que ça a deux incidences. On doit augmenter les mesures de sécurité, et c'est compliqué de dire à la fois à la population civile circulez, braves gens, il n'y a rien à voir. Finalement, cette opération militaire spéciale, elle ne se déroule pas sur le territoire national, mais finalement en Ukraine. Là, manifestement, c'est faux. Donc ça joue effectivement sur l'effet
dans une population qui a toujours une tendance à se méfier de ce que dit le pouvoir central. Ça crée une sorte de poison de la dissension. Et puis le deuxième point, c'est que effectivement, ça incite probablement à réorganiser les dispositifs de sécurité, à mobiliser un peu plus, à changer l'organisation des troupes, à en divertir, à un moment où, comme on est dans cette phase, alors contre-offensive, offensive d'été, on peut lui donner tous les noms que l'on veut, où les Ukrainiens cherchent à forcer le dispositif russe à se remodeler et à ce que certaines unités quittent le front pour être envoyées ailleurs. Et toute diminution des effectifs le long de la ligne de front, ça peut se traduire par un affaiblissement, par des endroits où on pourrait potentiellement avoir un impact et peut-être même percer. Et donc c'est comme ça qu'il faut le lire. Ça ne change pas le cours de la guerre, ça gêne, mais vous savez, c'est un peu les 100 000 piqûres de moustiques, à la fin, ça peut vous empêcher de passer une bonne nuit. Ça devient gênant, effectivement. Ouais. C'est la Russie qui révèle cette information, c'est la Russie qui en parle. Pourquoi est-ce que Moscou décide de faire la publicité de cette incursion? Je le rappelle, une dizaine d'hommes à peine, pas franchement d'impact militaire marquant, et pourtant les Russes décident d'en faire la publicité. C'est la question que je me pose. Je ne sais pas pourquoi ils font cette publicité, puisque l'idée c'est que la Russie est protégée, et là ça démontre qu'il y a des failles. Alors ils peuvent évoquer ce type d'incident, de sabotage, pour renforcer leur lutte contre les Ukrainiens, mais ils n'ont même pas besoin de ça. Donc franchement, je m'interroge. Est-ce qu'il y a un risque avec ce type d'attaque que l'Ukraine s'aliène certains de ses soutiens internationaux, parce que les règles établies, en tout cas avec certains des armements qui sont fournis à l'Ukraine, sont les suivantes. Attention, on reste sur le territoire ukrainien, en tout cas le territoire ukrainien de 1991. Oui, alors il y a toujours ce risque, effectivement, mais en même temps, c'est vrai que les Occidentaux sont quand même dans une situation difficile quand ils font ce type de pression, parce que les ravages en fait, que fait l'armée russe sur le territoire ukrainien appellent en réalité de plus en plus du côté ukrainien l'idée qu'il faut que les Russes souffrent. C'est-à-dire que pour changer en fait les paramètres de ce face-à-face, il faut que les Russes comprennent que la guerre a un coût. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine a peu à peu entraîné son peuple dans l'idée que la guerre était inévitable. Quand vous voyez l'idéologie en fait dans lequel berce aujourd'hui le pays, c'est vraiment nous sommes en guerre pour longtemps. Nous sommes encerclés, l'Occident se bat avec nous, pas seulement l'Ukraine, donc il faut nous sommes à la citadelle assiégée. Mais ce qui est important, c'est que la terminologie est utilisée par les Russes, la terminologie utilisée par les Russes, c'est celle d'opération spéciale, pas de guerre. C'est curieux, mais il y a eu d'ailleurs des glissements. Vous savez qu'à plusieurs reprises, en fait, le président a également utilisé, Poutine a utilisé le terme de guerre, et c'est vrai que peu à peu, ils entraînent le pays dans l'idée qu'ils vont être en guerre pour longtemps. Ça, c'est vraiment devenu un élément extrêmement important du discours officiel. Mais jusqu'ici, il disait « Mais ne vous en faites pas, nous allons nous battre, il faut que vous fassiez votre devoir, il faut aller sur le front, enrôlez-vous, etc. Mais ça ne touchera pas votre quotidien, vous pourrez continuer à vivre comme vous avez toujours vécu. » Et ce que les Ukrainiens essaient de faire, c'est de leur montrer que ce n'est pas vrai. Et vous savez par exemple que même si c'est des piqûres de mouches, comme cela a été dit, par exemple... De moustiques, il y a eu récemment, par exemple, une attaque de drone dans la région de Moscou qui a forcé les 3 aéroports principaux de la capitale à interrompre leur vol. Donc ce sont des choses qui sont évidemment pas encore très lourdes, mais qui sont quand même pas anodines et qui peu à peu sans doute créent une forme d'inquiétude dans la population, même si elle reste incroyablement, pour l'instant, disons, en accord finalement dans sa majorité avec le pouvoir pour continuer cette guerre. Une petite image à vous montrer avant de retrouver Lucile. 2 bâtiments ukrainiens auraient été touchés dans la mer Noire des bateaux, hein, bien sûr, qui donc fait office de théâtre d'opération actuellement. Ces dernières heures, l'activité militaire y est très intense. Les Russes
sont très actifs dans ce périmètre. L'une des embarcations aurait été détruite à proximité de la fameuse île aux serpents, qui avait été conquise par les Russes, puis reprise par les Ukrainiens. C'est évidemment une île extrêmement symbolique. Cela nous montre que la guerre, évidemment, se poursuit au-delà des discussions, des distractions. Je pensais à Evgeny Prigojine, évidemment, et à son retour. Vous vouliez réagir? Oui, je pense que c'est ce qui est surtout intéressant de montrer que les opérations ne restent pas uniquement cantonnées au domaine aéroterrestre. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est pas simplement les 1000 kilomètres à peu près de ligne de front qui la jalonne, c'est aussi une guerre aérienne et c'est aussi une forte dimension navale. On s'en rend pas compte, mais ce qui se passe en mer Noire, c'est aussi le futur, peut-être, le futur de la guerre navale pour le XXIe siècle, dans un environnement qui est très cloisonné, parce que la mer Noire, c'est une mer fermée, avec une conséquence géopolitique majeure, c'est la question, là encore, de la sortie et du débouché des grains. C'est-à-dire qu'en poursuivant ces activités, pas simplement autour de l'île aux serpents, mais dans toute la mer Noire, c'est interdire de facto à l'Ukraine ce qui lui sert aussi de ligne de vie, à savoir exporter ses grains. L'impact économique lorsque on frappe Odessa, lorsqu'on s'agite en mer Noire, lorsqu'on interdit à des bâtiments de sortir et la liberté de navigation, c'est maintenir une forme d'incertitude. Et je rappellerai quand même que même si Sébastopol a aussi été frappé, on a toujours la possibilité qui pèse d'actions amphibies, cette fois menées par les Russes, en profondeur dans le territoire ukrainien. Et donc, même si c'est probablement pas d'actualité, il y a cet enjeu de ce qui se passe aussi sur la frontière maritime et que ce n'est pas à négliger. Et si les Ukrainiens subissent en mer ces dernières heures, ils poussent tous azimuts sur terre, à l'est et au sud. Si les gains sont modestes, les avancées, vous allez le voir, sont réelles, notamment sur la partie sud du front est, pour bien comprendre une fois encore les faits, rien que les faits. Voici nos indispensables. Sur le front principal, Lucie, l'armée ukrainienne dit avoir avancé jusqu'au village de Robotine. Peut-on dire à cette heure que c'est une avancée significative ? Eh bien certes, on n'a pas vu de drapeau ukrainien planté dans la ville, mais c'est une avancée symbolique que Kiev est heureuse de revendiquer. Regardez ces images, elles sont publiées par des comptes ukrainiens. On y voit un petit groupe de soldats au milieu d'un bois. Tous appartiennent à la 47e brigade ukrainienne mécanisée qui agit effectivement dans la zone de Robotine et ils sont en train d'évacuer une poignée de civils, de porter secours précisément à 6 civils d'après des sources ukrainiennes, dont ces femmes que vous apercevez. Elles n'ont sans doute pas pu quitter les lieux avant la contre-offensive. On les voit donc accueillir les combattants ukrainiens les bras grands ouverts. Dans son élan, cette femme que vous allez voir, vêtue de bleu, embrasse un soldat en face d'elle et cette autre femme au téléphone annonce à ses proches la grande nouvelle. Écoutez son témoignage. Ми дуже вдячні хлопцям, що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали ми в підвалі, спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. А потім бігли бігом, скочили. Головне їдемо і знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну, їдемо. Autre image, on est ici dans les rues de Robotine, à bord d'un véhicule blindé ukrainien. Preuve, s'il en est, pour Kiev, que son armée est bien entrée dans la ville. Cette avancée petite mais importante pour le moral des troupes ukrainiennes est confirmée par l'Institut pour l'étude de la guerre qui observe généralement ces faits de guerre. Les forces ukrainiennes ont réalisé des gains tactiques significatifs dans et à l'est de Robotine. Des images géolocalisées publiées le 21 août montraient les forces ukrainiennes opérant dans le centre de la ville. Sur le terrain, la situation est plus compliquée. Dans certains quartiers, les combats sont toujours en cours. Regardez ces images, on voit un petit groupe de soldats en haut de l'image, de soldats ukrainiens. Ils sont armés, ils sont à terre au bord de ce chemin en plein milieu des habitations en ruine et ils mitraillent une position russe à quelques mètres d'eux. Quand tout à coup les chars américains Bradley viennent en appui et montent sur la position russe, cette maison en particulier, probablement là où les hommes de Moscou sont retranchés, les Ukrainiens nettoient clairement la zone. Lucille,
Pardon pour cette question, mais quel est l'intérêt de se concentrer sur cette petite localité quand on entend régulièrement dire que la prise d'un tel village n'est que symbolique? Eh bien, il est vrai que Robotine n'est qu'une petite localité située à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Orikif et que sa prise à elle seule ne change clairement pas le cours des combats. Mais il faut noter qu'un autre village de ce type a été repris la semaine dernière, la ville d'Urozaïn, à quelques kilomètres à l'est. D'après l'écrivain et officier Guillaume Ancel, ces deux événements additionnés mettent en lumière l'importance de ces localités, toutes deux situées respectivement sur l'axe qui mène à Melitopol et à Berdiansk, objectifs principaux de l'offensive ukrainienne pour atteindre la mer d'Azov, plus au sud, et ainsi disloquer le dispositif militaire russe en Ukraine occupée. On se souvient effectivement que l'un des objectifs de cette contre-offensive était de couper l'armée russe en deux sur le chemin de Melitopol. Ces premières conquêtes ukrainiennes sont importantes parce que cela signifie aussi que les troupes ont franchi la première ligne de défense russe du front sud, vous le voyez, particulièrement fortifiée. L'avenir dira si le gain de Robotine est suffisant pour créer une brèche dans la défense russe. Alors justement, comment réagissent les forces russes ? Eh bien, d'après l'ISW qui reprend des informations du ministère de la Défense britannique, ce coup de pression mené sur le front sud oblige l'armée russe à se réorganiser. Le ministère de la Défense russe est en train de créer de nouvelles formations militaires, sans doute pour permettre aux unités plus efficaces au combat qui défendent actuellement dans l'oblast de Kherson de se redéployer vers des secteurs plus critiques du front. Dans le détail, cette nouvelle armée se concentrera sur les opérations défensives dans le sud de l'Ukraine, sur le front où Kiev mène le plus gros de sa contre-offensive. Donc, en parallèle, on apprend que le ministère de la Défense russe recrute des volontaires dans l'extrême-orient russe depuis la mi-mai, qui se déploieront dans les oblasts de Zaporijia et de Kherson dès le mois de décembre. Tout cela pour renforcer les forces russes fatiguées au combat dans les zones critiques, les lignes de défense ayant été dégradées. Merci. Lucile, c'est très intéressant tout ce qui vient d'être dit. On a parlé de Robotine, évidemment. C'est une petite ville qui se trouve donc au sud-est de Zaporijia, mais il y a aussi Kremina, Bakhmout, plus au nord, et à l'est, Verbové, Malatokshmashka. Les défenses russes sont-elles en train de craquer ou vais-je trop vite en besogne ? C'est intéressant ce que dit le ministère russe de la Défense, c'est que les premières lignes sont dégradées. En fait, il faut comprendre, c'est pas la ville de Robotine ou d'Urozhaïn qui compte. C'est purement des lieux symboliques, mais qui deviennent symboliques parce qu'ils sont sur la ligne. En fait, il faut comprendre, il y a une petite parenthèse, parce que je suis allé dans cette région à plusieurs reprises. Il n'y a pas 36 000 routes pour passer sur ce front-là, et les routes praticables sont très peu nombreuses. Bien Donc c'est important quand on prend ces petites localités pour continuer à avancer. Mais on peut aussi contourner les routes dans une offensive avec des blindés à chenilles. C'est fait justement pour ne pas passer par les routes. Enfin, faut bien comprendre que le dispositif, la défense russe, elle est étirée sur toute la longueur du front. Très étirée. Parce que le front est immense, il est attaqué dans plusieurs endroits, presque, je dirais pas partout, mais quand même, il y a des points plus durs, mais là où il n'est pas attaqué, il y a quand même des gens en face, donc ils ne peuvent pas dégarnir. Donc, ils n'ont pas les effectifs, ils ont les effectifs suffisants pour tenir une ligne de défense, mais pas pour mettre en arrière des forces qui pourraient voler au secours, des forces de réserve, comme on dit, qui pourraient venir boucher les trous, si trous, brèches, il y avait. Donc, ce que font les Ukrainiens, c'est ça. Partout, ils attaquent la ligne de défense. Manifestement, ils ont réussi à percer à certains endroits, les premières lignes. Ils ont traversé les champs de mines. Ils sont passés, manifestement, dans quelques endroits. C'est pour ça que les Russes, c'est pour ça que ce qu'explique à la fois le ministère britannique de la Défense et le ministère russe de la Défense, les Russes ont besoin d'effectifs supplémentaires pour venir renforcer ça. Parce qu'à un moment ou à un autre, effectivement, ça peut craquer. Mais si ça craque, et qu'il y a parce qu'une fois la ligne de défense franchie, s'il n'y a personne derrière, qu'est-ce qui va se passer ? La brèche va s'ouvrir, et puis là, l'armée ukrainienne va engager ce qu'on appelle, en termes militaires, son gros, c'est-à-dire le gros de ses forces. Et là, effectivement, il n'y aura pas grand-chose
jusqu'à la mer Noire pour s'y opposer, si jamais ils réussissaient une percée, ce qu'ils n'ont pas encore fait. D'où la nécessité d'avoir des effectifs. Est-ce qu'on sait précisément ce qu'il y a derrière cette deuxième ligne? C'est ça la question. Oui, mais on imagine que les stratèges ukrainiens ont des images satellites. On le voit sur la carte. Vous avez des lignes de défense successives. On voit Robotyne, on voit 3 lignes de défense. Si les Ukrainiens parviennent à percer ou rejoignent une ligne, puis une ligne plus en arrière, si les Ukrainiens parviennent à percer ça, il faut bien imaginer que dans la zone qu'on voit en rouge, il n'y a pas ou très très peu de forces russes. Et ces forces russes ne sont pas mobiles. Elles sont fixées sur la ligne de front. Parce que imaginons ce qui se passerait si jamais on déplaçait des gens, par exemple, s'ils percent à Ourogène, les gens de Robotyne, les militaires russes qui sont en face de Robotyne, s'ils vont renforcer leurs camarades qui sont en train de se faire percer, de défoncer plus loin, ils ouvriront la porte aux Ukrainiens. Donc, ils sont fixés, ils ne peuvent pas bouger. Et ils sont pas assez. L'armée russe n'est pas assez nombreuse. Encore une fois, on le redit toujours, on dit les effectifs, tout ça. L'armée russe est en effectif insuffisant pour tenir très longtemps une ligne défensive que, en face, les gens essaient de percer. La ligne peut tenir matériellement, parce qu'il y a des mines, il y a des obstacles, mais il n'y a pas assez de monde pour la tenir si jamais, techniquement, la fortification est percée. Voilà. Le média Meduza, que je vais citer, rapporte que les forces armées ukrainiennes sont passées à la phase décisive de cette contre-offensive, qui a débuté il y a un peu plus de 2 mois. Presque toutes les réserves ont été jetées dans la bataille, c'est ce que dit Meduza en tout cas. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie dans ce que l'on voit ces derniers jours, ce qui transparaît de la stratégie ukrainienne? Non, il y a 3 choses en fait qui jouent un rôle essentiel. Le premier, c'est le temps. Parce que finalement, on est dans une opération qui, à un moment ou à un autre, doit s'accélérer. Quoi qu'on en dise, on est au cœur de l'été, mais d'ici 3 semaines, le risque de changement de conditions météorologiques risque de ralentir les opérations. Donc ça, c'est quelque chose que probablement à la fois les Russes espèrent et que les Ukrainiens craignent. Le deuxième point, c'est que, et Jean-Dominique Merchet l'expliquait très bien, c'est d'abord une question d'effectifs d'un côté comme de l'autre. Pour les Russes, il s'agit d'amener des renforts pour éviter que la ligne ne craque. Pour les Ukrainiens, il faut amener leurs gros ou les brigades nouvellement constituées avec les chars lourds pour potentiellement ensuite exploiter. Donc c'est à chaque fois une question de course de vitesse. C'est est-ce que je suis capable de remodeler la ligne et de la tenir et de l'autre côté, est-ce que je suis capable d'aller suffisamment vite pour engager mes forces? On est toujours dans cette espèce de rapport dialectique de course de vitesse. Et puis le troisième point, il est tout aussi essentiel, c'est finalement les Russes, effectivement, ont joué sur ce côté rock, au sens presque des échecs, ont rocké en permanence entre anciennes et troupes très fatiguées qui ont à chaque fois été sur la ligne de front, les parachutistes, l'infanterie de marine, etc., etc. On les a emmenés, là encore, au nord du dispositif, vers Kupiansk, au nord de Bakhmout, un moment pour les ramener, pour les ressortir. À la fin ou un autre, quand on joue les pompiers sur telle ou telle partie de la ligne de front, ça ne marche plus. Et quelque part, créer une nouvelle armée, là encore, c'est une armée de briquet de broc. Il y a un point en revanche qu'on n'a pas souligné et qui me paraît intéressant, c'est qu'il n'y a pas non plus le sentiment d'urgence du côté russe. Vous avez le message qui dit, voilà, on recrute autour de la mi-mai maintenant, voilà, des soldats pour les engager au mois de décembre. Ça veut dire aussi une chose, c'est que l'urgence qui autrefois prévalait, c'est-à-dire créer finalement de la chair à canon, semble ne plus être le cas. Parce qu'il y a aussi un temps de formation nécessaire dans ce type de guerre. On ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas formés sur le front. Et oui, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a quelques mois. Où on avait vraiment ce sentiment d'urgence où on envoyait des personnes formées en 6 semaines. On a beaucoup parlé des difficultés des Ukrainiens ces dernières semaines parce qu'ils sont à l'offensive et qu'il est plus difficile d'attaquer que de défendre. Clairement, on le voit ces dernières heures, les Russes aussi ont des problèmes d'hommes et de soldats. En ce jour du drapeau, Vladimir Poutine a pris la parole pour tenter de remobiliser. Écoutez. Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед,
до победы утверждать славу России. En théorie, la Russie dispose de plusieurs millions d'hommes pour mobiliser, mais est-ce qu'elle a les moyens? Parce que c'est bien beau de faire venir des hommes dans les casernes, mais est-ce qu'elle a les moyens de les héberger, de les équiper, de les entraîner, de faire d'eux de véritables soldats? Quelle est la situation réelle? En tout cas, allez-y. Non, allez-y. Non. Il y a trop de politesse sur ce plateau, allez-y. Donc, en fait, oui, est-ce qu'il y a les moyens? Déjà, il y a les moyens financiers. C'est-à-dire pour un tout petit peu tempérer ce qui est dit et qui, moi, me donne espoir, en fait, en vous écoutant tous les deux. Mais moi, les sources que j'ai me disent quand même que les Russes, justement, s'ils ne se pressent pas, c'est qu'ils se sentent relativement confiants pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont le sentiment que leurs lignes de défense tiennent, qu'ils ont quand même déployé dans la 5e ou 4e ou 5e ligne de défense beaucoup d'hommes, etc. Et c'est vrai qu'ils ont réussi quand même à, en mobilisant par l'argent des tas de gens, des couches populaires qu'ils sont allés chercher. Il y a eu un article au mois de juillet, fin juillet, je crois, au début août, dans le New York Times, qui était extrêmement intéressant et qui racontait comment les recruteurs militaires allaient faire de la publicité dans les villages reculés de toute la Russie et pour convaincre les gens de partir. Et c'est vrai que l'argument financier est incroyablement puissant. Pourquoi? Parce que souvent, les gens auxquels ils s'adressent vivent sur 10 000 roubles de retraite, souvent qui est la retraite de leur grand-mère. Ils n'ont même pas de boulot, il y a un chômage absolument galopant. Et on leur propose 300 000 roubles de solde. Ce qui est absolument colossal. Pour eux, c'est une sorte de sapin de Noël. Et donc, vous avez énormément de personnes qui acceptent de partir pour cette raison. Un noble Autrichien disait au début du XXe siècle, il faut trois choses pour faire la guerre, de l'argent et de l'argent. Vous avez raison de le mentionner. Mais justement, au sujet de l'argent, tous les hommes qu'on envoie se battre, ils ne seront pas au travail, ils ne seront pas contributeurs à l'économie russe. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que les autorités doivent prendre en compte? Alors d'abord, je crois que l'économie, ça n'a jamais intéressé Vladimir Poutine. La seule chose qui l'intéresse, c'est la géopolitique et donc et l'argent, apparemment. Et l'argent, oui, bien sûr. Mais l'économie privée l'intéresse. Oui. Donc, en fait, c'est une économie de guerre aujourd'hui. Donc, il y a suffisamment d'argent pour cela. Ce qu'il veille à éviter, c'est qu'il y ait une mobilisation générale, c'est qu'il y ait la loi martiale, parce que Moscou... Et c'est ce que demandent les ultranationalistes en Russie aujourd'hui. Oui, mais il veut les turbo-patriotes, comme on les appelle. Bien sûr, mais lui veut épargner Moscou, Saint-Pétersbourg, les grandes villes et l'élite russe, surtout dans la perspective des élections. Donc on a ce contraste entre ces villes très éloignées, parce que l'extrême-orient russe est très très pauvre, et se dépeuplait d'ailleurs. Donc eux, ça les intéresse, ça les intéresse effectivement de gagner davantage d'argent, même au risque de leur vie, espérant dans ces cas-là que c'est les épouses et les enfants qu'ils toucheront. Et d'ailleurs, même sur ce plan-là, Vladimir Poutine, dès le début, a donné de l'argent aux veuves ou annoncé qu'il en donnerait pour éviter le phénomène qu'on a connu au moment de l'Afghanistan, des mouvements de mères de soldats. Pour l'instant, une nouvelle mobilisation générale n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce que dit Vladimir Poutine, malgré une extrême droite russe qui le pousse à remobiliser. Il y a deux échéances importantes en élection, au mois de septembre, l'élection des gouverneurs, et puis il y a les présidentielles qui étaient initialement prévues en 2024, qui vont être repoussées. Est-ce que l'opinion publique a encore un poids dans le processus décisionnel du maître du Kremlin? Vous dites que les élections vont être repoussées? Je ne sais pas, peut-être. Non, on ne sait pas, ça avait été invoqué, on ne savait pas. Ça m'étonnerait qu'elles soient repoussées. De toute façon, elles seront juste retruquées, c'est ça? A toutes les chances de les gagner. Il n'y aura pas de candidat contre lui. Et, autant celle de 2018 avait été plus ou moins normale, autant le référendum sur la réforme de la Constitution avait été un cirque absolu. Donc là, il va gagner effectivement ces élections. Son intérêt, ce n'est pas de le repousser. S'il est réélu pour 6 ans, justement, ça lui donnera
En tout cas, une nouvelle. Mais est-ce qu'il y a encore une pression de l'opinion publique en Russie aujourd'hui? Il n'y a pas d'opinion publique en Russie aujourd'hui. Et moi, je trouve que le terme d'élection est totalement usurpé. Oui. Ce ne sont pas des élections, en fait. Je crois qu'il faut, à propos de ce processus de reconfirmation de Vladimir Poutine à son poste, arrêter de parler d'élections, parce que c'est vrai que ça apporte à confusion. Mais lui parlera d'élections. D'accord. Et en Russie, on parlera d'élections. Je ne sais pas si le terme d'opinion publique peut être... ça ne renvoie pas à la même chose que chez nous, mais il a quand même des Russes qui ont et il a une population, et cette population, il ne peut pas en faire ce qu'il veut. La preuve, c'est qu'il ne décide pas une mobilisation générale. Et pourquoi il ne décide pas une mobilisation générale? Pourquoi il préfère mettre du béton et des mines plutôt que des soldats, ce qui est un vieux classique, hein. Quand on ne peut pas avoir assez de soldats, eh ben on fait du béton et on met des champs de mines. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il y a comme un compromis entre le pouvoir et la société, y compris dans le côté de sa passivité de la société. La société russe est une société passive, et c'est parce que la société russe est actuellement, elle n'a pas toujours été passive dans l'histoire, elle a même fait des révolutions, mais c'est parce que la société